Bonsoir à tous. Le 4 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait fixé la ligne rouge de Washington. Les RDF devaient quitter les zones occupées avant la mi-juillet, mais la réalité sur le terrain a pris le dessus. Au nord et au sud Kivu, les positions restent figées. Le 15 juillet, aucun retrait des forces de défense rwandaises n'a été signalé dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment analyser cette séquence? Peut-on parler d'un camouflet infligé par le Rwanda aux Américains? Pour en débattre, nous recevons ce soir Maître Brice Zamba. Bonsoir. Bonsoir, Carly. Vous êtes avocat au barreau de Paris. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous en prie. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Carly. Vous êtes analyste politique. Et tout à l'heure, on aura Maître Ben Luther avec nous. Maître Brice Zamba, comme je disais, comment pouvez-vous analyser ce non-respect de l'ultimatum fixé par les Américains? Alors, à mon avis, c'est qu'il faut voir déjà ce que nous vivons une époque où la parole des États-Unis s'est un peu démonétisée, comme on dit. C'est-à-dire que avec déjà la crise en Ukraine, vous voyez, les États-Unis ont essayé de faire de la médiation ou tentent de faire de la médiation, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver un compromis entre la Russie et l'Ukraine, puisque les deux parties, en tout cas la Russie, ne cède pas aux demandes des États-Unis, notamment de cesser le feu au départ. Et les États-Unis vont même jusqu'à soutenir quelquefois les positions de la Russie. Bon, vous voyez aussi que les États-Unis ont du mal à s'imposer. Donald Trump a lancé un ultimatum qui a fait réagir la scène internationale. Pourtant, Paul Kagame n'a pas modifié sa position. Pourquoi le président rwandais a-t-il choisi de ne pas céder à cette pression? Était-ce un choix stratégique, diplomatique ou un message adressé aux grandes puissances? C'est ce que nous allons analyser. En Iran. Donc en fait, on vit une époque où les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, perdent beaucoup en crédibilité. Et donc, à partir du moment où vous n'inspirez plus la crainte qui est à la base et qui commande le respect et donc l'obéissance, on peut comprendre à ce que les pays comme le Rwanda puissent ne pas respecter l'ultimatum posé par les États-Unis, parce que le Rwanda sait que derrière, il n'y aura pas de mesures de rétorsion contraignantes, véritablement. Parce que qu'est-ce que le Rwanda peut craindre? Il peut peut-être craindre des sanctions, mais ces sanctions, on en a déjà eu quelques sanctions, déjà que les États-Unis ont pris contre James Kabarebe, quelques sanctions contre les forces rwandaises, quelques sanctions contre 4 hauts officiers militaires rwandais, mais sur les terrains, ça ne change rien. Donc je pense que le Rwanda a fait un calcul et s'est dit, bon, si nous ne respectons pas cet ultimatum, qu'est-ce que nous risquons concrètement? C'est un défi à votre avis? Ah oui, à la vérité. Donc c'est que ce qui va se passer, c'est que je pense que les États-Unis devraient, avant de mettre en place des ultimatums, prévoir ce qu'il faudrait faire au cas où ce ne serait pas respecté. Sinon, c'est sa parole qui perd en crédit et c'est le Congo démocratique qui, à la vérité, devient le dindon de la farce dans tout ça. Bon, j'ai une lecture contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut partir de la politique de l'administration Trump, la doctrine diplomatique de l'administration Trump et des États-Unis en réalité. Ça a été plus ou moins listé dans ce qu'ils appellent la stratégie du département américain en termes de sécurité et autres. Ils ont, pour l'instant, 3 foyers où ils font avancer leur pion, dans ce qu'ils appellent l'American First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Le cas de la Russie et de l'Ukraine, pour eux, l'Union européenne doit s'en occuper. Parce que, comme Trump dit, ça c'est l'administration Trump, pour une fois, l'OTAN doit être en retrait, mais on va jouer en fonction des rapports de force. Et de ce côté-là, l'Amérique n'aime pas les losers. Les États-Unis n'aiment pas les losers. Vous constaterez effectivement qu'à travers ça, les États-Unis commencent aujourd'hui à être du côté de Zelensky. Tu vas du côté de l'Iran, j'y reviendrai un peu plus tard, mais arrivant du côté de la RDC, il faut aussi essayer d'évaluer. Ça fait 30 ans qu'ils font la guerre, n'est-ce pas? Et les États-Unis, à travers Trump, viennent dans ce conflit depuis pratiquement une année. Et en une année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons faire de la médiation. Les États-Unis, c'est la médiation transactionnelle. À travers, pour eux, la RDC, c'est une réserve stratégique, à travers les matières premières et autres. Sur le plan géopolitique, ça compte aujourd'hui. C'est quasiment munéré contre sécurité. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a bien négocié en réalité. Une fois qu'il a fait ça, on est arrivé aux accords de Washington. N'oubliez pas une chose. L'objectif de Paul Kagame, et ça a été bien inscrit, listé dans les accords, dans les derniers rapports de l'ONU. Le premier objectif de la FC-M23, c'était arrivé à Kinshasa. De ce côté, on n'en parle plus. C'est entre autres suite bascule de Uvira. Lorsque la FC-M23 a capturé Uvira, c'est les mêmes États-Unis, c'est le même Rubio qui a donné un ultimatum. 2 jours après, Kagame a reculé.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Et s'il faut évaluer une année après, l'objectif de Kinshasa, on n'en parle plus. Maintenant, il reste un deuxième objectif, c'est de balkaniser, de continuer à garder l'Est. Parce que garder l'Est pour le régime de Kigali, c'est un problème existentiel. Là où est arrivé, bien entendu, le fameux... Le Rwanda défend depuis longtemps une politique fondée sur ses intérêts nationaux et sa souveraineté. Pour plusieurs analystes, la réaction de Paul Kagame s'inscrit dans cette logique. Mais quelles peuvent être les conséquences de cette position sur les relations entre Kigali, Washington et l'ensemble de la région des Grands Lacs? Ultimatum de Rubio. Mais cet ultimatum, pour les États-Unis, s'inscrit dans un triptyque. 3 leviers. Il y a le levier diplomatique. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit reculer. Il y a le levier militaire qui commence à prendre. Mais si je veux dire ça commence à prendre, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire pour moi que une fois qu'il a lancé cet ultimatum, une fois que tous les mécanismes dans le levier diplomatique qui n'ont pas marché ne tiennent pas la route, mais il va arriver un moment où, je pourrais rentrer dans les détails tout à l'heure, il va arriver un moment où ce qui est arrivé à Maduro, parce qu'on dit que ça a été démonétisé pour récupérer, pour prendre l'expression de Maître Nzaba. Ce qui est arrivé à Maduro, personne ne s'attendait à ça. C'est ce qu'on appelle véritablement un désordre géopolitique. Je ne suis pas en train de dire c'est bon, mais c'est la première fois au monde où vous voyez, enfin c'est pas la première fois où vous voyez une puissance aller capturer un chef d'État et le foutre en prison. Donc si on peut parler de démonétisation, il faut faire attention avec cette administration qui est imprévisible. Mais dans cette imprévisibilité, il faut l'intégrer dans ce que j'appelle l'agenda géopolitique des États-Unis de l'administration Trump. Pour eux, la RDC aujourd'hui, le curseur, je l'ai dit souvent sur ce plateau, le curseur de la géopolitique des États-Unis dans les Grands Lacs est arrivé à Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit régenter toute cette zone parce que pour les États-Unis, la bataille systémique qui se joue contre la Chine doit être en faveur des États-Unis, d'où cet ultimatum pour moi risque d'aller à une suite qui peut être très défavorable pour Kigali. Mais à la seule condition, et ça j'ajoute, que la partie RDC, c'est-à-dire le régime de Félix Tshisekedi, ne mette pas quasiment une espèce de confiance absolue aux États-Unis. Ils ont un rôle à jouer, le régime de Tshisekedi. Et là, il y a énormément de faiblesses que je vais essayer de détailler tout à l'heure. Mais une chose est certaine, c'est que je dirais, ce non-respect encore de cet ultimatum remet sur la table le débat sur l'efficacité de l'accord de Washington, Maître Samba. Oui, mais en fait, ce qui est certain, c'est que quand on signe un accord, il faut avoir des leviers pour les faire respecter. Voilà. En fait, au niveau des leviers, quand il s'agit par exemple d'un accord qui doit mettre fin à des hostilités militaires, vous avez des possibilités de mettre en avant un levier sur les embargos militaires, puisque les parties prenantes du conflit, notamment la partie la plus agressive, et là en l'occurrence, puisqu'il est dorénavant acquis que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC, il faut prendre des mesures de nature militaire, c'est-à-dire que mettre en place un embargo, par exemple, sur les armes, comprendre, identifier les acteurs internationaux qui alimentent le Rwanda en armement, prévoir des sanctions contre ces acteurs internationaux, de nature à pouvoir arrêter le flux des armes vers le Rwanda, puisque le Rwanda en lui-même n'a pas une industrie d'armement extraordinaire. Donc ça, ce sont des leviers concrets et efficaces quand on veut réellement, par exemple, mettre en œuvre un accord. Mais quand vous prenez cet accord, quand il a été signé, vous avez quand même 90 jours qui avaient été prévus pour mettre en place un processus de démobilisation des rebelles ou des miliciens, et puis un processus par lequel le Rwanda devrait progressivement se retirer de l'Est de la RDC. Mais dans ces 90 jours, rien n'a été respecté. Vous voyez, puisque les forces sont toujours mobilisées et le Rwanda est toujours présent. Et donc ça fait que cet accord, à la vérité, le vrai point qui a marché dans cet accord, c'est l'accord sous-entendu qui concerne les investissements américains en RDC pour les matières premières stratégiques. C'est ça, en fait, l'élément le plus important de cet accord. C'est là où les États-Unis ont tiré leur épingle du jeu. Vous voyez, mais aujourd'hui, quand on voit cet accord,
les États-Unis qui ont tiré leur épingle du jeu parce qu'ils ont cette possibilité-là à partir de la clause intégration économique sous-régionale. Eux, ils peuvent donc investir dans les secteurs des matières premières stratégiques, sécuriser ces secteurs-là et puis mettre fin à tous les processus d'acheminement de matières premières de façon illégale. Donc c'est là où la RDC a joué une très bonne carte parce qu'elle a permis par cet accord d'intéresser les États-Unis pour qu'elles s'impliquent. C'est un peu ce que les Ukrainiens ont voulu faire, en prévoyant que les Américains puissent s'occuper de l'exploitation de leurs matières premières stratégiques dans l'est de l'Ukraine. Mais tout cela, c'est une manière intelligente d'impliquer les États-Unis pour que les États-Unis trouvent leurs intérêts et défendent leurs intérêts. Or, le problème, c'est que cet accord n'est pas encore mis en œuvre en tant que tel, puisque l'Est est toujours sous le contrôle des forces qui sont contrôlées elles-mêmes par le Rwanda. Donc, le problème qui se pose jusqu'à ce jour, c'est qu'aussi longtemps que le Rwanda est fort militairement, il faut le dire, le Rwanda est plus fort militairement que la RDC. Voilà, militairement. Donc, il faut trouver les voies et moyens pour assécher la force militaire du Rwanda, donc taper sur son approvisionnement militaire. Et pour ça, il faut voir donc, les vendeurs d'armes. Dans le monde, on sait qui sont les vendeurs d'armes. C'est les États-Unis eux-mêmes déjà. Vous avez Israël, vous avez la France, vous avez d'autres pays, la Russie. Donc, il faut qu'il y ait des leviers. Voilà, il faut qu'il y ait un levier. Vous avez des pays comme la République centrafricaine, quand il y avait de tout temps des rébellions. Il y a eu un embargo sur les armes qui a été posé sur ces pays. Vous voyez? Donc, les Centrafricains. Cette affaire montre que les rapports de force internationaux sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent. Le choix de Paul Kagame ouvrira-t-il une nouvelle phase dans ses relations avec les États-Unis ? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour suivre nos prochaines analyses sur l'actualité africaine et internationale.